Livre de Bob Proctor, Vous êtes né riche. Un guide passionnant pour obtenir succès et prospérité. Aux éditions Macro. Ledgewater Beach Hotel. En 1923, 8 des financiers les plus riches au monde se réunirent à Ledgewater Beach Hotel à Chicago. Ces 8 hommes géraient à eux seuls plus d'argent que le gouvernement des États-Unis de l'époque. Parmi eux se trouvait le président de la plus grande aciérie, le président de la plus grande raffinerie de gaz, le plus grand spéculateur sur le marché du blé, le président de la bourse de New York, un membre du cabinet présidentiel, le plus gros vendeur de Wall Street, le responsable du plus grand monopole au monde et le président de la Banque des règlements internationaux. Dans cet hôtel se réunirent donc les individus les plus influents au monde, ou du moins des hommes qui avaient trouvé le secret pour gagner beaucoup d'argent. Voyons ce qu'étaient devenues ces personnes 25 ans plus tard. Charles Schwab, le magnat de l'acier, vécut à crédit pendant 5 ans avant de mourir ruiné. Howard Hobson, le président de la plus grande raffinerie de gaz d'Amérique du Nord, sombra dans la folie. Arthur Cutten, le plus grand spéculateur sur le marché du blé, mourut à l'étranger, insolvable. Richard Whitney, le président de la bourse de New York, fut envoyé au pénitencier de Sing Sing. Albert Fall, membre du cabinet présidentiel, fut autorisé à sortir de prison afin de pouvoir mourir chez lui. Jesse Livermore, le plus gros vendeur de Wall Street, se suicida. Ivar Kreuger, le responsable du plus grand monopole au monde, mit fin à ses jours. Léon Fraser, le président de la Banque des règlements internationaux, se suicida. Tous ces hommes apprirent à gagner de l'argent. Mais il semble qu'aucun d'eux n'ait jamais appris à vivre de la véritable richesse, celle qui nous a été accordée à la naissance. Ce sont des histoires comme celle-ci qui ont conduit de nombreuses personnes, certes bien intentionnées, mais ignorantes, à dire « Tu vois, je te l'avais dit que ce n'est pas bon d'avoir beaucoup d'argent » ou « Cela prouve que les gens riches ne sont pas heureux ». Ces affirmations sont naturellement fausses. Bien que ces 8 hommes aient quelque peu dévié, nombre de personnes aisées sont très heureuses, accomplissent pléthore de bonnes œuvres et mènent des vies saines et équilibrées. Rien dans votre vie ne pourra avoir autant d'influence que l'argent. En effet, en perdre ou en acquérir soudainement modifiera votre comportement de manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de comprendre en profondeur la nature exacte de l'argent et les lois qui régissent son attraction. Malheureusement, moins d'une personne sur 10 réalise l'importance de cette démarche. 95 personnes sur 100 se contentent de ce qu'elles ont et vivent dans l'espoir de gagner davantage tout au long de leur vie, sans jamais imaginer ce qu'elles auraient pu réellement obtenir, tout ce qu'elles voulaient. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Lorsque vous lirez ce livre, vous laisserez sans doute votre esprit vagabonder, soit en pensant à quelqu'un que vous connaissez et qui a fait fortune, soit en pensant à quelqu'un qui a fait faillite. J'insiste sur le fait que vous devez essayer de vous concentrer sur vous-même, car ce que les autres ont ou n'ont pas ne vous fera pas avancer. C'est votre propre situation financière que vous voulez voir s'améliorer. L'importance de l'argent. L'idée qu'il faille accorder peu d'importance à l'argent est l'une des opinions erronées les plus répandues. Par exemple, combien de fois avez-vous entendu dire lors de conversations que l'argent ne fait pas tout, ou que l'argent n'a pas d'importance, ou encore peu importe l'argent? L'argent ne présente peut-être aucun intérêt pour ces personnes, mais je parie que ce n'est pas le cas pour leur concessionnaire automobile, leur épicier ou la banque qui leur a consenti un prêt immobilier. En réalité, on ne peut nier le caractère essentiel de l'argent dans une société économiquement avancée. Il est absurde d'affirmer que l'argent revêt moins d'importance que le reste, car rien ne peut se substituer à l'argent dans la sphère dans laquelle il est utilisé. L'argent est à votre service. Maintenant que j'ai souligné l'importance de l'argent, laissez-moi revenir en arrière pour vous rappeler que l'argent est votre serviteur et que vous êtes son maître.
Veillez à ne pas intervertir les rôles comme nombre de personnes brillantes l'ont déjà expérimenté à leurs dépens. Ces pauvres âmes aimaient l'argent et exploitaient les gens, en violant l'une des lois principales à l'origine du vrai succès financier, à savoir qu'il faut toujours aimer les gens et utiliser l'argent, et surtout pas le contraire. De nombreuses personnes s'obstinent également à croire que la fortune est uniquement le fait de la chance ou d'une bonne étoile. Par exemple, lorsque des personnes se rassemblent pour parler d'une de leurs connaissances ayant fait fortune, il y a toujours quelqu'un pour dire « un tel avait la baraka » ou « un tel se trouvait au bon moment, au bon endroit ». Or, je peux vous garantir que même si la chance joue évidemment un rôle dans le succès financier, elle ne se suffit jamais à elle-même. L'argent est la conséquence d'un acte et il doit toujours être gagné. Croyez-moi, il n'y a pas de profit facile dans cette vie et les seules personnes capables de faire de l'argent sans peine sont soit les employés de l'hôtel de Paris, soit des escrocs sur le point d'être placés en détention si ce n'est déjà fait. Gardez toujours à l'esprit que même si la chance est un facteur de succès financier, elle doit toujours s'accompagner d'efforts et de dur labeur. L'argent doit circuler. La troisième chose à savoir, c'est que l'argent n'est valable que tant qu'il est utilisé. Une fois qu'il n'est plus en circulation, il devient aussi obsolète que des vieux journaux ou des canettes de bière vides abandonnées au grenier. Afin de comprendre l'intérêt de ce principe, méditez plutôt l'anecdote suivante. J'ai chez moi, sur une étagère, une chope de bière en argent, qui m'a été offerte à l'occasion d'un discours. Lorsque je rentre à la maison, je sors toute la monnaie de mes poches et je la dépose dans la chope. Ensuite, lorsque la pinte est quasiment pleine, je la donne à l'un de mes enfants ou à l'un de mes 2 jeunes cousins. Ils récupèrent la chope de bière, chacun leur tour. Il va sans dire qu'ils attendent leur tour avec impatience. Le point que je souhaite souligner ici, c'est que pendant que le récipient se remplit, l'argent n'a absolument aucune valeur. Il croupit là, ne remplit aucune fonction utile et ne permet même pas de rapporter des intérêts. Toutefois, dès que la chope est pleine et que l'argent est remis à l'un des enfants, il entre littéralement en action. Par exemple, Jai, l'un de mes jeunes cousins, a reçu l'argent la semaine dernière. Il a immédiatement retiré la chope de mes mains et s'est précipité dans une école de golf pour s'offrir plusieurs leçons avec son pécule. Je ne peux prétendre savoir ce que le professeur de golf a fait une fois l'argent entre ses mains, mais je peux affirmer sans trop me tromper qu'il ne l'a sûrement pas mis dans une chope de bière sur une étagère. Cela ne fait aucun doute là-dessus. L'argent n'est pas destiné à être retiré de la circulation, il est destiné à être utilisé, apprécié et à circuler. Cela amène à illustrer ce même principe de manière plus dramatique, cette fois, avec l'histoire du vieux monsieur Chapman. Monsieur Chapman était un vieil homme qui vivait à quelques encablures de chez mes parents lorsque j'étais enfant. Malgré l'énorme différence d'âge entre nous, monsieur Chapman et moi sommes rapidement devenus amis et j'ai pris l'habitude de le regarder pousser son petit chariot rempli de bric-à-brac dans la rue. Cet homme travaillait comme brocanteur et il gagnait sa vie en ramassant les objets que les autres jetaient. Mais à mesure que les années passaient, le dos de M. Chapman se voûtait de plus en plus sous le poids des efforts acharnés, et un jour, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, il mourut. Comme il vivait seul et qu'il n'avait apparemment pas de proches parents vivant à proximité, les agents de police entrèrent chez lui afin de dresser un inventaire de ses biens. Ils trouvèrent sans grande surprise une maison encombrée de nombreux meubles anciens et d'articles de souvenirs. Les agents de police découvrirent également à leur grand étonnement plus de 100 000 $ en vieux billets dans des boîtes éparpillées dans toute la maison. Le Toronto Daily Star s'empressa de se saisir de ce fait divers insolite pour en faire la une du journal dès le lendemain. Dans l'article consacré à M. Chapman, le journal souleva la question que tout le monde se posait. Pourquoi quelqu'un qui possède plus de 100 000 $ choisit-il de dissimuler son argent dans de vieilles boîtes éparpillées dans toute la maison? Même si j'étais encore très jeune à l'époque, je me suis posé quasiment la même question. Pourquoi quelqu'un comme M. Chapman avait-il décidé de vivre dans la misère alors qu'il avait tant d'argent à disposition? Il aurait pu se faire plaisir en dépensant son argent.
Il aurait pu l'investir, en tirer des bénéfices et créer des emplois, ou tout simplement le déposer à la banque et le faire fructifier. Au lieu de quoi, il avait choisi de mettre cet argent dans des boîtes, sur une étagère, et ce faisant, il avait rendu absolument inutile. Mes amis, je serai formel sur ce point. L'argent n'est pas destiné à être thésaurisé. Au contraire, il est destiné à être utilisé, apprécié et distribué. Alors, s'il vous plaît, quoi que vous choisissez de faire avec votre argent, ne commettez pas la même erreur que ce pauvre M. Chapman. Prudence tout de même. En suggérant que l'argent doit rester en circulation, je ne vous incite pas à le gaspiller. Un monde sépare ces deux concepts, et si vous n'avez pas encore saisi la différence, je vous recommande de faire la distinction le plus tôt possible. S'éveiller à la richesse. Maintenant que nous avons abordé quelques-unes des caractéristiques de l'argent, évoquons brièvement une technique simple que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour attirer la somme d'argent que vous désirez. Pour commencer, imaginez-vous assis dans une pièce avec plusieurs de vos amis. Je veux que vous vous imaginiez en train de leur annoncer votre intention de devenir riche, du moins suffisamment riche, pour vivre comme vous l'avez décidé. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez. Comme la plupart des gens, vous vous sentirez probablement mal à l'aise, au point de revenir sur ce que vous avez dit et de prétendre à une plaisanterie. Vous devez comprendre que les gens aisés ne sont jamais mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler d'argent. Pourquoi ? Vous répondrez-vous. La réponse la plus évidente serait parce qu'ils en ont déjà beaucoup, mais ce n'est pas la bonne réponse. Les gens fortunés ne se sentent pas mal à l'aise avec l'argent car ils en ont. Et ils en ont parce qu'ils se sentent à l'aise avec. En d'autres termes, l'une des raisons pour lesquelles les gens riches ont de l'argent, c'est qu'ils ont développé un état de conscience que nous appellerons désormais la conscience de la richesse. Si nous souhaitons attirer l'argent à nous, nous devons donc commencer par nous éveiller à la richesse. Vous devez maintenant vous demander comment faire pour éveiller cette conscience de la richesse. La meilleure façon d'y parvenir consiste à vous imaginer déjà en possession de la somme d'argent dont vous rêvez. Le subconscient est en effet incapable de faire la distinction entre ce que vous possédez réellement et ce que vous visualisez. Voilà la raison pour laquelle vous allez bientôt devenir très riche grâce à l'idée même d'argent. Vous allez commencer à attirer l'argent vers vous. Cela peut vous sembler n'être qu'un jeu, mais je peux vous assurer que c'est l'une des choses les plus sages que vous puissiez faire. Car lorsque vous réussirez à convaincre votre subconscient que vous êtes riche et que c'est bien d'être riche, il cherchera alors automatiquement les moyens de matérialiser vos sensations imaginaires de richesse. Si ces dernières lignes ne vous semblent que pure fantaisie, ignorez-les pour le moment et poursuivez votre lecture. Nous allons traiter de la conscience de la richesse dans plusieurs chapitres de ce livre et je peux vous garantir que ces lignes commenceront à faire sens avant que vous n'ayez achevé la lecture. N'ayez de crainte. Je vous ai livré une technique qui vous permettra d'acquérir une plus grande richesse. Mais je me permets à nouveau de vous mettre en garde. Si vous voulez de l'argent, vous ne devrez jamais, au grand jamais, vous préoccuper de savoir si vous obtiendrez ou non la somme que vous désirez, ou si vous la conserverez. Je m'explique. Il est écrit dans la Bible que Job, connu comme le juste souffrant, a dit « Toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive ». Méditez un instant sur ces paroles bibliques et demandez-vous ce que cela signifie pour nous, qui sommes tourmentés par notre situation financière. Ces paroles laissent entendre que si nous continuons à craindre de manquer d'argent ou si nous craignons de perdre l'argent que nous avons, nous aurons bel et bien des raisons de nous inquiéter. Tout comme Job, qui fut affligé de nombreux maux, nous serons, nous aussi, avec une quasi-certitude, touchés par le manque ou la perte d'argent. Prenons un exemple plus proche de nous et considérons à nouveau le cas tragique du pauvre monsieur Chapman. Comme vous le savez, il s'agit du vieil homme qui n'a jamais dépensé un seul sou de ses économies durement gagnées. Pourquoi n'a-t-il rien dépensé de son pécule ? Cet homme a très probablement eu peur de devenir pauvre en dépensant son argent et d'être ainsi contraint à vivre comme un pauvre.
L'ironie du sort, c'est qu'à cause de sa peur, il a vécu dans l'indigence. Ou pour reprendre les termes de la Bible, toutes ses craintes se sont réalisées et ce qu'il redoutait est arrivé. Dans un prochain chapitre, j'expliquerai en détail pourquoi, paradoxalement, nous attirons souvent ce que nous désirons le moins dans notre vie. Mais pour l'instant, comme je l'ai suffisamment répété, se faire du souci pour l'argent est toujours extrêmement contre-productif. Ce principe est vrai même si vous essayez de justifier votre inquiétude en tombant dans la platitude et en vous convainquant que vous économisez juste pour les jours difficiles. À ce stade, je dois également vous mettre en garde contre un autre danger. Si vous souhaitez accroître sensiblement vos revenus, la première chose à faire est de prêter beaucoup moins d'attention à ce que dit votre entourage et beaucoup plus à ce que la douce voix qui est en vous murmure. D'une manière plus prosaïque, vous devez vous efforcer de devenir beaucoup moins sensible aux influences extérieures et faire beaucoup plus confiance à l'instinct et aux sentiments qui vous habitent. Je m'explique. La plupart des individus qui ne parviennent pas à amasser suffisamment d'argent pour vivre selon le style de vie qu'ils ont choisi sont également des personnes facilement influençables. Ce sont par exemple les gens qui laissent les journaux ou les émissions télévisées adeptes de la sinistrose leur dicter leur façon de penser. Mais comme Napoléon Hill l'a souligné dans son excellent livre « Réfléchissez et devenez riche », les opinions sont les produits les moins chers sur Terre. En fait, tous les êtres humains ont pléthore d'opinions qu'ils sont prêts à imposer à quiconque et disposés à les entendre. Par conséquent, si vous savez que vous avez été trop influencé par l'opinion d'autrui dans le passé, décidez dès à présent, avant de poursuivre la lecture, de ne tenir compte dorénavant que de votre opinion, de votre propre opinion, tout en prêtant tout de même une oreille attentive aux conseils que Dieu vous prodiguera. Rappelez-vous qu'en agissant de la sorte, vous parviendrez inéluctablement à vos fins financières rapidement. Compréhension versus mémorisation. À mesure que vous lirez les pages de ce livre, vous prendrez de plus en plus conscience des talents et des compétences qui sommeillent en vous, grâce aux recommandations qui y sont faites. Vous pourrez commencer à exploiter ces capacités latentes pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais laissez-moi une nouvelle fois vous avertir. Tout ce que vous lirez ou mémoriserez ne vous apportera pas le succès que vous recherchez. Seule la compréhension et la mise en application des idées contenues dans cet ouvrage feront la différence. Ne le lisez pas en toute hâte car votre objectif n'est pas de le terminer. Comme je l'ai mentionné précédemment, votre but est de comprendre puis de mettre en pratique les principes contenus ici. Si vous êtes capable de n'absorber qu'une seule page par jour, alors c'est certainement ce dont vous avez besoin pour atteindre votre but. Si vous vous demandez pourquoi il est préférable de siroter les conseils que je donne plutôt que de les avaler d'un trait, sachez qu'ils sont basés sur plus de 25 ans d'analyse minutieuse des méthodes qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. La force du partage. Nouvel avertissement. Comme l'homme n'accomplit rien seul, ou très rarement, je vous propose de trouver au moins une personne avec qui discuter des idées présentées dans ce livre. Conscience de la richesse. Vous admettez certainement cette vérité logique selon laquelle les êtres humains ne jouiront jamais de ce dont ils n'ont pas encore conscience. Illustrons cette idée à l'aide de quelques exemples de prise de conscience. Les hommes ne jouissaient pas du luxe de voyager à grande vitesse en avion avant que le fer Wright n'acquiert la conscience des techniques de vol. Nous ne connaissions pas les images animées avant que Thomas Edison n'éveille sa conscience à ces images. Nous offrons par là même un tout nouveau genre de divertissement. En prenant conscience des manières de développer un sérum pour lutter contre la paralysie infantile ou poliomyélite, le docteur Jonas Salk a quasiment éradiqué cette maladie aujourd'hui. Nous profitons aujourd'hui du téléphone car Alexander Graham Bell a pris conscience de la façon de transmettre la voix humaine par ondes magnétiques. Je pourrais continuer ainsi à citer de multiples exemples, mais je tiens surtout à vous signaler que ces inventions ou la connaissance qui est à l'origine a toujours existé. En réalité, la connaissance a toujours été et sera toujours. Elle est uniformément présente
en tout lieu et de tout temps. Mais il a fallu qu'un individu parvienne à assembler ces structures de pensée et à former des idées qui se sont développées en ce que nous appelons conscience avant que nous puissions en profiter. Nous flottons dans un océan d'énergie de pensée qui abrite la connaissance qui a toujours été et qui sera toujours. Nous sommes entourés d'abondance. En effet, partout où nous posons notre regard dans la nature, nos yeux embrassent l'abondance car la nature ne connaît pas la notion d'échec. Ainsi, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de manque, si ce n'est d'une prise de conscience. Mais si vous espérez pénétrer dans le monde de la richesse, il est absolument indispensable que vous commenciez à penser. En d'autres termes, vous devez ouvrir votre esprit au flux d'énergie des pensées qui vous permettra de créer des images ou de développer une conscience de la richesse. Vous êtes bien conscient que des milliers d'honnêtes gens travaillent durement et assidûment durant tout leur séjour sur cette planète sans jamais devenir riches. Pour ces individus, la vie est une corvée permanente du lever au coucher du soleil. Les idées présentées dans ces pages vous ont été révélées dans l'espoir qu'elles ébranlent votre esprit et qu'elles vous incitent à vous ouvrir à ce nouveau type de pensée. La conscience se développe et c'est toujours développé à travers la pensée. Si jamais vous souhaitez améliorer votre vie actuelle, quelle qu'en soit la situation, et devenir vraiment riche, comme ce livre vous le suggère, vous devez commencer par imaginer la richesse et ce dès aujourd'hui. N'attendez pas de terminer le livre ou le chapitre, n'attendez ni demain, ni la semaine, le mois ou l'année prochaine. Faites-le maintenant. Penser est la fonction la plus élevée dont un être humain soit capable. Malheureusement, très peu de gens pensent. Ils sont persuadés qu'ils pensent parce qu'ils ont une activité mentale. Or, la vérité, c'est que la plupart des gens font tout simplement appel à la faculté mentale qu'on appelle mémoire. Ils se repassent de vieux films, de vieilles images qui ne cessent de défiler sur l'écran de leur esprit. Il est impératif que vous commenciez à penser ainsi, car toutes les fibres de votre être seront alors remplies de cette nouvelle énergie de pensée. Votre corps est composé de millions de cellules et le mouvement de chacune d'entre elles est influencé par l'impulsion de la pensée. Ainsi, à la seconde où vous détendez votre esprit, votre corps se relâche. À la seconde où vous éprouvez des inquiétudes, des angoisses, votre corps se raidit et se tend. Lorsque vous commencerez à avoir des pensées de richesse et que vous vous considérerez comme un être très riche, prospère, flottant dans un océan d'énergie, de pensée entouré d'abondance, votre corps et votre esprit suivront instantanément cette vibration. Et vous commencerez à attirer comme un aimant tout ce qu'il vous faut pour devenir riche. Je sais que ces idées peuvent paraître très étranges pour les non-initiés, mais elles se vérifient parce que la conscience de la richesse précède toujours la richesse dans le monde matériel. Il n'est donc pas difficile de comprendre que les enfants nés aujourd'hui dans des familles extrêmement aisées, telles que les Kennedy ou les Bronfman, aient cette conscience de la richesse car c'est le seul type de pensée auquel on les a habitués dès leur naissance. Ces enfants ont été conditionnés pour ou par la richesse. Toutefois, la plupart des êtres humains ne sont pas nés dans ce genre d'environnement et ils n'ont pas été entourés par ce type de pensée. Nous devrons de ce fait comprendre la manière dont nous avons été conditionnés, les raisons à l'origine des résultats que nous obtenons, la manière dont nous pouvons changer notre façon de penser ou notre conditionnement. Cette analyse est une tâche difficile. Elle exige énormément de discipline, une volonté de faire et des efforts assidus. C'est certainement pourquoi si peu d'individus changent réellement. Pourtant, malgré les difficultés, vous pouvez changer et en très peu de temps. La récompense que vous recevrez en échange de vos efforts vous enchantera. Je le sais parce que je l'ai fait. À l'instar de nombreuses autres personnes, il est temps de vous lancer. Le fait même que vous ayez commencé la lecture de ce livre prouve que vous ressentez réellement le besoin de changer. Il existe un moyen sûr d'obtenir ce que vous souhaitez, et ce livre vous dévoilera la direction à prendre. En vous sommeille un réel pouvoir. Sous la conscience réside un merveilleux trésor, le subconscient.
C'est la partie de votre personnalité que nous tenterons d'influencer au moyen de notre nouveau mode de pensée. Dans un souci de précision et de pragmatisme, vous devrez prendre l'affirmation qui suit pour vrai. Toute idée, projet ou objectif peut imprimer le subconscient par la répétition d'une pensée empreinte de foi et d'espérance. Vous vous demandez si la véracité d'une telle affirmation peut être démontrée par l'expérimentation et l'observation, ou bien s'il existe une technique connue garantissant l'exactitude de ce principe. Vous seriez alors en droit de vous demander si l'existence d'une telle méthode est accessible à tout le monde. Je répondrai à ces questions par un oui franc. Lorsque vous lirez, testerez, expérimenterez les idées contenues dans les pages qui suivent, vous serez en mesure de répondre à toutes ces questions par vous-même. Et il est essentiel que vous y répondiez par vous-même parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à douter avant d'expérimenter une chose par nous-mêmes. J'ai écrit ce livre dans l'espoir sincère de vous faire découvrir vos nombreux talents cachés à travers la répétition de ces idées de richesse. Commencez par considérer l'argent comme un serviteur obéissant et diligent. Vous pouvez utiliser l'argent pour qu'il fructifie et vous fournisse des services sur mesure. Bien au-delà, ce que vous seriez matériellement capable de faire. Il est nécessaire que vous vous sentiez à l'aise lorsque vous parlez d'argent parce que vous êtes réellement né riche. Vous disposez de tous les outils intellectuels nécessaires pour attirer les pensées qui vous entourent, pour éveiller la conscience dont vous avez besoin pour obtenir la richesse à laquelle vous aspirez. Le manque et les limites n'existent que lorsque nous leur cédons la place dans notre esprit. Or, la conscience de la richesse ne connaît ni manque ni limite. Décidez de lever complètement le voile qui couvre votre esprit, votre merveilleux esprit, sur votre capacité à gagner de l'argent. Comprenez que la richesse que vous recherchez vous cherche également en retour, comme elle l'a toujours fait. Ouvrez donc toutes grandes les portes de votre conscience et commencez à l'accueillir. Imaginez l'argent. Commencez dès à présent à jouer à ce jeu mental en prenant l'habitude de vous visualiser en possession d'une immense fortune. Pensez à ce que vous feriez de cet argent, puis commencez à réaliser ces choses mentalement. Comme votre subconscient ne peut faire la distinction entre la réalité et ce que vous visualisez, cet exercice vous aidera très rapidement à développer une conscience de la richesse. Rappelez-vous, il s'agit d'une loi absolue. Vous devez prendre possession d'une chose mentalement avant qu'elle ne se réalise matériellement. Sachez également que nous entretenons tous un dialogue mental avec nous-mêmes et que certaines personnes le font même à voix haute. Par conséquent, chaque fois que vous engagez la conversation, dites-vous toujours à quel point il est bon d'être riche. Félicitez-vous et imaginez également les autres en train de vous congratuler. Vous devez réaliser que même si cela ressemble à un jeu, cette étape est l'une des plus sages que vous puissiez accomplir car vous travaillez à partir d'un potentiel supérieur, les pensées, vers un potentiel inférieur, le plan matériel. Vous vous lancez dans un programme de développement personnel. Vous êtes en effet sur le point de découvrir qu'il y a en vous bien plus que ce que vous pouvez voir à l'œil nu et vous devez percer le mystère de votre personnalité. Si vous voulez progresser dans un sens favorable, à vrai dire, vous ne verrez jamais la part la plus importante de votre être parce que cette dernière n'est par nature pas physique. En réalité, vous allez bientôt prendre conscience que vous vivez simultanément et en permanence sur 3 plans distincts. Vous êtes un être spirituel, vous êtes doté d'une intelligence et vous habitez un corps physique. Afin de mieux comprendre cette abstraction, vous devez garder à l'esprit que vous vivez simultanément sur 3 plans d'existence distincts. Le plan spirituel de la pensée, potentiel le plus élevé. 1. 2. Le plan intellectuel des idées, potentiel moyen. 3. Le plan physique des résultats, potentiel le plus faible. Ainsi, en suivant mes conseils, vous exploitez simplement votre nature divine pour orienter vos pensées. Par exemple, l'argent, c'est bien. J'aime les gens et je me sers de l'argent.
L'argent est à mon service et j'en suis le maître, qui formeront à leur tour une idée. Dans notre cas, l'idée est celle d'une grande richesse personnelle ou d'un véritable succès financier. Les idées comme celle du succès financier ne se forment jamais seules et la nature humaine intervient toujours dans le processus en générant des pensées qui pourront ensuite être utilisées pour former une idée. C'est cela qui fait qu'un être humain est à l'image de Dieu ou que sa nature est créatrice, la forme la plus élevée de la création. Ainsi, en conservant cette belle idée ou une image de succès financier à l'esprit, vous finirez par concrétiser cette idée dans votre vie au terme de résultats. Par exemple, à mesure que vous progresserez dans ce livre, vous serez en mesure d'observer ce qui se produit. Revenons un peu en arrière. Vous vous rappelez, comme je l'ai décrit précédemment, que vous évoluez d'un potentiel supérieur vers un potentiel inférieur. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous passez des pensées plan spirituel, aux idées plan intellectuel, aux objets plan physique, au lieu de passer des objets plan physique aux pensées plan spirituel, aux idées plan intellectuel. Comme vous l'avez sans doute fait par le passé, et comme la plupart des gens feront. C'est-à-dire qu'ils considéreront les résultats obtenus et les laisseront dicter leurs pensées, qui seront ensuite utilisés pour former leur idée. Par exemple, s'ils voient que leur compte en banque est vide, résultat, ils auront des pensées de manque ou de perte, qu'ils emploieront ensuite pour former l'idée de la pauvreté. Or, la loi veut que les idées entretenues par l'esprit se manifestent obligatoirement sur le plan matériel. En pensant de la sorte, ces personnes voient se réaliser ce qu'elles affirment ne pas vouloir, à savoir un compte en banque vide. Un cercle vicieux se met en place alors que cela n'est clairement pas la manière dont le Créateur souhaiterait que nous vivions. Vous vous dites certainement que c'est absurde, car lorsqu'un compte en banque est vide, il est vide, et qu'il n'est pas réaliste de penser à son compte en banque vide et de chercher à le visualiser plein. Sachez néanmoins que c'est exactement ce genre de raisonnement qui fait tomber les gens dans la pauvreté et les empêche d'en sortir. Vous devez commencer à comprendre que l'état actuel de votre compte en banque, de vos affaires, de votre santé, de votre vie sociale, de votre situation professionnelle, etc., n'est rien de plus que la manifestation physique de votre façon de penser. Si vous souhaitez sincèrement modifier ou améliorer vos résultats dans le monde physique, vous devez en changer et de ce pas. Si vous prenez le temps de bien réfléchir aux informations présentées ici, vous en conclurez que ce qui vient d'être dit prend tout son sens. Toute personne comprenant sincèrement le processus créatif vous garantira que ce que je viens de dire est non seulement juste, mais que c'est également une loi de la nature. C'est la façon dont Dieu travaille avec et à travers vous. C'est ce qu'on appelle la prière dans certains cercles. Une prière est le mouvement qui se produit entre l'esprit et la forme, et avec et à travers nous. Dieu vous a donné la possibilité de former toutes les idées qui vous plaisent. Vous êtes né riche, et votre abondance émane de vos pensées. Soyez doux envers vous. Choisissez des idées magnifiques et faites en sorte que le monde physique cesse de contrôler vos pensées. Vous pouvez désormais aisément comprendre pourquoi tout le monde commet cette gigantesque erreur. Dans son essai intitulé Self-Reliance, la confiance en soi, Emerson écrit l'envie et ignorance. En d'autres termes, il est absolument vain d'envier les réalisations ou les résultats d'autrui. Ces personnes choisissent en effet leurs pensées afin de former une image mentale du bien qui finit par se concrétiser dans leur vie. Ces personnes ont choisi ces pensées auprès de l'intarissable source accessible à tous et à vous aussi. C'est ce que le grand artiste Vincent van Gogh voulait dire lorsqu'on lui demandait comment il avait fait pour réaliser de si belles œuvres. Il répondit « Je rêve de ma peinture, puis je peins mon rêve ». En d'autres termes, il visualisait tout d'abord un tableau, puis peignait à l'huile une copie de l'original sur la toile. En vérité, jamais aucun original de Van Gogh n'a été vendu. À l'heure où j'écris,
Je vous vois en train de lire et je peux presque vous entendre penser. Tout s'explique maintenant. Je commence à comprendre. Il y a quelques années, Mary Snyder, originaire de Californie, est venue assister à l'un de mes séminaires accompagnée de son mari Oscar. Elle m'a, à l'époque, fait part d'une citation de Lincoln que j'apprécie tout particulièrement et que j'ai partagée avec des milliers de personnes. Lincoln disait « Croire en des choses que vous pouvez voir et toucher ne relève pas de la foi. Mais croire en l'invisible est un triomphe et une bénédiction. N'est-ce pas magnifique? Merci encore Marie. » J'espère maintenant que vous comprenez la sagesse de certains des exercices mentaux que je préconise. Répétez incessamment « Je suis riche, l'argent c'est bien ». Imaginez-vous en train de faire ce que vous ferez lorsque votre nouvelle conscience s'éveillera. Visualisez cette grande richesse et sentez-vous déjà en possession de celle-ci. N'oubliez pas, cependant, que l'argent est à votre service et que vous en êtes le maître. Vous aimez les gens et utilisez l'argent. Avant de poursuivre, relisez ce chapitre parce qu'il vous aidera à vous libérer des idées préconçues à propos de l'argent. Celles qui provoquent en vous un sentiment de malaise à chaque fois que le thème de l'argent est abordé. Répétez plusieurs fois par jour « l'argent et moi » jusqu'à ce que vous soyez totalement conscient du bonheur que vous procure l'idée de richesse. Gardez-vous de parler de cette nouvelle idée aux autres tant que vous ne maîtrisez pas parfaitement le sujet et que vous ne vous sentez pas suffisamment confiant dans ce que vous avez appris pour le transmettre aux autres. Écoutez les commentaires négatifs de personnes qui ne connaissent pas la vérité ne vous fera aucun bien et dans le meilleur des cas, cela vous fera douter. Vous ne devez pas permettre que cela se produise parce que lorsque vous pensez à l'argent et moi, vous voulez voir une belle image se dessiner en toile de fond. Chapitre 1 terminé.